Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le déménagement aux États-Unis. Comment ça se passe en fait le processus de partir de la France et arriver aux États-Unis, c'est-à-dire ce qu'il faut faire en priorité, quelle est la priorité numéro 1 et quelles sont les priorités qui vont suivre cette priorité numéro 1 pour en fait que le déménagement se passe de la façon la plus simple possible et que ça se passe de manière aussi assez fluide. Quelles sont toutes les choses que vous allez être amené à faire si vous partez de la France pour venir vivre aux États-Unis, ce genre de choses, puisque finalement si on regroupe un petit peu toutes mes vidéos jusqu'alors, j'ai parlé de pas mal de choses sur ce processus déjà, mais j'ai pas encore fait de vidéo qui regroupait tout comme ça en une seule pour parler vraiment du processus de déménagement global. Et c'est une question que certains d'entre vous m'ont posée, donc j'ai décidé d'y répondre en vidéo, comme ça j'aurai vraiment, voilà, la vidéo qui va tout expliquer sur le processus du déménagement de la France jusqu'aux États-Unis. Et voilà, c'est parti. Donc pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo, moi c'est Aurore et je suis une expatriée française aux États-Unis depuis décembre 2016. Plus particulièrement, je vis à Miami en Floride. Si l'expatriation, la finance, les voyages, tout ça très centré sur les États-Unis est un sujet donc qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Voilà, commençons maintenant avec la vidéo tout sur le déménagement aux États-Unis. Et la première chose que je peux vous dire, et c'est une question qui revient souvent d'ailleurs aussi, c'est des questions liées en fait au logement et plus particulièrement à la communauté dans laquelle je vis. Alors il faut savoir qu'à Miami et dans d'autres parties des États-Unis aussi, les communautés c'est quelque chose de très fréquent. Les communautés c'est quelque chose dans lesquelles soit vous allez vivre en fait dans des appartements, soit vous allez avoir des maisons, mais la plupart du temps il y a donc une barrière à l'entrée, un garde qui est là 24 heures sur 24 et qui va en fait demander les documents d'identité, passeport ou peu importe, des personnes qui vont venir chez vous, vous rendre visite. On a bien évidemment à l'intérieur, une fois que vous avez passé la sécurité, un parking visiteur et voilà, c'est juste que tu es en fait dans un endroit comme ça protégé, c'est-à-dire que une voiture qui voudrait passer dans les rues de ta communauté ne peut pas, il y a une barrière, c'est vraiment voilà, un espace privé. Et la communauté, je trouve que c'est bien, puisqu'en fait, quand tu loues, en tout cas comme nous en ce moment, t'as des espaces communs très sympathiques, comme la salle de sport, la piscine, des parkings très bien entretenus. Si t'as des réparations à faire, que ce soit plomberie, électricité, tout ce que tu veux, et ben en fait, tu passes un petit coup de téléphone au bureau et quelqu'un sera envoyé soit dans la journée, soit le lendemain, selon la gravité et l'urgence de la situation, et tu n'as jamais rien à payer. Et l'avantage aussi des communautés, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'appartements ou de maisons disponibles. C'est-à-dire que si par exemple nous, quand on a dû trouver notre logement à Miami, on n'a pas du tout cherché en avance, c'est une question que vous me posez beaucoup aussi. On a cherché une fois qu'on est arrivé aux États-Unis, on a été plus particulièrement sur le site apartments.com, mais il y a aussi Zillow.com, Trulia, enfin voilà, il y a plusieurs sites qui sont un peu équivalents. On a été sur ce site-là et je vais sûrement vous montrer ça quelque part ici. Vous allez voir en fait que les appartements loués par des particuliers sont quasiment au même prix quand il s'agit du même quartier que les appartements loués dans les communautés. Donc les communautés quand tu loues, en tout cas c'est vraiment un gros avantage puisque c'est quasiment le même prix, mais avec quand même voilà une gestion facile autour, une piscine très entretenue, etc. Sur le site apartments.com par exemple, je vais vous mettre l'exemple. Les communautés sont donc affichées en images plus grandes que les appartements loués par des particuliers qui sont donc notés en plus petits. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous rendre compte. Aussi vous voyez des gammes de prix, c'est-à-dire que par exemple dans une communauté ils vont avoir disponible en taille du studio jusqu'au F4, donc vous voyez une tranche de prix qui va elle aussi donc du studio jusqu'au F4. Et l'avantage des communautés c'est qu'il y a souvent beaucoup de places libres, c'est-à-dire que les gens font souvent des contrats pour une année et souvent déménagent à la fin de cette année ou renouvelle, peu importe, mais en fait il y a souvent, voilà, il y a un turnover important dans ces logements là et du coup ce qui va se passer c'est que si vous cherchez un appartement d'une communauté, il y aura toujours de la place. Nous par exemple quand on est arrivé en décembre, la recherche d'appartement c'est la première chose qu'on a faite. Oui, parce qu'il faut avoir évidemment une adresse américaine pour faciliter tout le reste. Déjà quand tu veux ouvrir un compte bancaire, on te demande ton adresse américaine ici. Le Social Security, je vais y revenir juste après, mais il faut aussi pouvoir le recevoir dans ta boîte aux lettres. Et le Social Security c'est très important, ça ne doit surtout pas être partagé à quiconque, donc faut vraiment que ça arrive chez toi. Donc première chose à faire, trouver un logement très important comme ça, mais pour l'appartement, pas la peine de le chercher à distance puisque de 1 vous allez pas pouvoir le visiter, de 2 il y a énormément continuellement d'appartements disponibles aux États-Unis et en fait si vous le cherchez à distance plusieurs mois avant, il y a quasi à coup sûr ce sera déjà pris d'ici que vous arriviez ici. Et pour ce qui est du choix d'une communauté, ça peut se faire en l'espace d'une journée, vous pouvez trouver un appartement, le visiter, le payer, avoir votre appartement, tout ça en une journée, ça va vraiment, c'est vraiment en fait
très rapide aux États-Unis. Donc je vois pas trop l'intérêt de chercher en avance. Voilà, après c'est comme vous voulez bien sûr, mais c'est mon conseil. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas cherché en avance puisque ça a pas trop d'intérêt en fait. Comme j'ai cherché des communautés exclusivement, j'ai vu ça, je me suis dit que c'était parfait. J'ai cherché quelque chose qui était proche du travail de mon mari puisqu'il était le seul à travailler à l'époque. On a donc demandé à faire une visite qu'on a obtenue le jour même et quand on a dit qu'on était intéressé à emménager, ils nous ont proposé d'emménager quelques jours après. Le problème c'est qu'il fallait donner un money order ou un cashier check pour pouvoir régler. Donc comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, notre credit score en arrivant aux États-Unis est quasiment inexistant. Le credit score, je vais vous mettre la définition juste en dessous et vous référez à ma vidéo sur le sujet si ça vous intéresse et si vous ne savez pas exactement ce que c'est et aimeriez le savoir. Et donc sans credit score, quand tu arrives ici, tu dois évidemment payer des cautions assez énormes pour tout puisque n'ayant pas d'historique de crédit aux États-Unis, ils ne savent pas si tu es un bon ou un mauvais payeur. Donc quand on arrivait, je vais vous mettre d'ailleurs la petite feuille avec la liste de dépenses qu'on a eues. On voulait emménager dans l'appartement vers fin décembre, donc le loyer était d'à peu près 500 $ pour les jours restants en décembre puisqu'ici ils font par mois complet. Donc on avait ça à payer, plus en caution l'équivalent donc de 2 mois de loyer. On aurait donc dû, si on arrivait début décembre, donner 3 mois de loyer, très exactement. Voilà, et les frais de dossier, les frais comme ça, au total, vous allez voir, je vais vous mettre la feuille ici avec toutes les dépenses qu'il y a eu pour l'appartement. Le problème c'est que pour régler tout ça, ils exigeaient un money order ou un cashier check et on avait à ce moment-là toujours pas de compte en banque puisque la banque demande pour l'ouverture du compte le Social Security, le fameux Social Security. Enfin bref. Il nous fallait l'adresse pour pouvoir recevoir cette chose, donc on n'avait même pas encore fait les démarches pour le Social Security à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, deuxième chose et deuxième très grande priorité à faire quand vous arrivez aux États-Unis, c'est qu'on a donc couru à Bank of America pour ouvrir un compte bancaire et ils nous ont précisé que, ok, avec eux c'était d'accord, dans notre cas en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, d'ouvrir un compte sans Social Security. Et donc, n'ayant à ce moment-là toujours pas d'adresse, puisque la communauté ici requérait un paiement que on n'était pas en mesure de faire encore. On a donné l'adresse en fait du chef de Kevin pour la banque. Donc voilà, ça s'est fait comme ça au début. Et ils nous ont dit, voilà, c'était un prérequis quand même, de aussitôt qu'on recevrait le Social Security, il faudrait venir à la banque pour donner l'information. C'était important, au plus vite de nos moyens en tout cas. Ensuite, si vous avez regardé ma vidéo, je vais la mettre ici aussi, avec nos petits soucis concernant nos débuts aux États-Unis, vous savez aussi que on n'a malheureusement pas transféré notre argent avec PayPal ou autre site très pratique pour transférer son argent euros en dollars sans frais. On a fait ça avec la banque et la banque c'est pas comme PayPal, c'est pas instantané, ça a mis plus d'une semaine à arriver. Donc pendant une semaine on a été d'hôtel en hôtel, voilà c'était compliqué, pour rien, c'est dommage qu'on n'ait pas pensé à PayPal. Maintenant on le sait, c'est une erreur qu'on ne referait pas, mais voilà. Donc le temps que l'argent arrive sur notre compte américain, donc on ne pouvait pas faire le money order ni le cashier check pour le logement, malgré qu'on savait que le logement était pour nous quand même, puisque comme je vous dis, les communautés ont des logements qui se libèrent en continu. Le fait est qu'après ces 7 jours, une fois ces 7 jours attendus, on a enfin pu emménager dans notre appartement. Et une fois qu'on a emménagé, on a tout de suite été à l'administration concernée pour faire le Social Security. Alors le Social Security, c'est un numéro d'identification, je vais vous mettre la définition très exacte juste en dessous, mais qui est donné à un Américain, c'est le même pour toute votre vie, ça vous suit pour tout. C'est un numéro que vous devez donner quand vous commencez à travailler pour un employeur, quand vous voulez ouvrir une carte de crédit, quand vous voulez faire un crédit, que ce soit pour une maison, un appartement, une voiture. C'est un numéro qui vous suit pour tout, qui, par exemple, l'organisme de Credit Score connaît aussi votre Social Security, c'est lié à vos finances, c'est lié à toute votre vie en fait, et jamais personne ne doit trouver ce numéro, donc c'est très déconseillé de l'avoir sur son portefeuille avec soi en cas de vol de portefeuille. Justement, c'est plutôt conseillé de le connaître par cœur. Comme ça, quand quelqu'un vous demande votre Social Security, vous le dites, mais vous ne montrez pas forcément la carte. La carte doit rester chez vous, globalement. Donc, voilà, c'est vraiment la priorité, le Social Security, mais évidemment, avant de le faire, il faut avoir l'appartement, et pour avoir l'appartement, il fallait le compte bancaire. Donc, en fait, si c'était à refaire, on saurait que l'ordre logique, en fait, serait même compte bancaire, appartement, Social Security. Le fait est que l'appartement, on l'a trouvé vraiment très vite, comme je vous dis, on a été sur le site, on a visité l'appart, on savait qu'on voulait cet appartement, donc on a essayé de faire les démarches sur le tas, le même jour, et c'est là qu'on a vu qu'il fallait à tout prix que l'argent arrive de la banque américaine, du money order ou du cashier check, sauf qu'on n'avait toujours pas ouvert le compte bancaire, puisqu'on pensait qu'il fallait le Social Security pour pouvoir l'ouvrir. On a essayé Bank of America sous conseil d'un étudiant international qui avait réussi à faire ça pour les premiers jours en tout cas, donc conseil,
pareil, allez voir chez Bank of America s'ils peuvent vous ouvrir le compte en banque sans le Social Security pour ensuite pouvoir prendre votre appartement aussitôt et aller faire votre Social Security et pouvoir donner votre adresse américaine pour que la carte arrive bien gentiment chez vous. Une fois tout ça obtenu, c'est parfait, vous pouvez commencer à travailler, etc. puisque le Social Security est quand même requis. Ensuite, grosse question qu'on me pose toujours, c'est pour la voiture. La voiture est essentielle aux États-Unis. Selon les villes, exception comme New York par exemple, qui est très bien desservie en métro, la plupart des villes aux États-Unis requièrent d'avoir une voiture. C'est le moyen de déplacement le plus utilisé ici, même pour aller au travail. Même si vous pensez que vous n'êtes pas si loin que ça, en fait, vous êtes loin dans tous les cas. Les distances sont énormes, donc c'est comme ça. Est-ce qu'on a emmené notre voiture de France jusqu'aux États-Unis? Eh ben c'est la même chose que pour nos meubles. Si vous avez regardé un peu ma vidéo sur notre appartement en communauté aux États-Unis, non, on n'a pas décidé de emmener la voiture sur bateau avec des conteneurs pour nos meubles parce que c'est très cher de faire ça. Ça nous a coûté moins cher de tout remeubler avec du meuble Ikea et de racheter une voiture qu'on a donc achetée sur Craigslist pour 2500 $. On a payé à peu près 500 $ de frais de plaques, etc. comme ça, et en fait sur Craigslist c'est normalement des particuliers. Nous c'était un dealership qui faisait un petit peu des ventes à côté de son garage en fait. Et la voiture est très bien, c'était une voiture de 2005 assez vieille, d'où le prix pas cher, et c'est pour ça qu'on l'a payé si peu aussi. Et elle marche toujours à l'heure actuelle sans problème parfaitement, nous a pas causé de réparation majeure ni quoi que ce soit. La voiture donc attendez-vous à quand même payer les taxes en plus. En Floride c'est 7% de taxes donc qui sont ajoutées au prix, ce qui est quand même à considérer, n'est-ce pas? Et à peu près 500 $ de frais de title qu'on appelle ça, l'équivalent en fait de votre carte grise, plaque d'immatriculation. Et ça, si vous allez comme moi avec quelqu'un qui est normalement un dealership et travaille dans un garage, ou si vous allez directement dans un garage, tout sera géré pour vous, d'ailleurs le jour même, donc c'est très pratique. Il va falloir aussi penser à vous assurer. Pour l'assurance, je vous conseille Del Toro parce que en fait c'est un comparateur d'assurance qui va chercher le meilleur tarif pour vous. Quand vous arrivez, vous ne pouvez pas arriver avec votre historique français. Voilà, vous allez repartir à zéro, mais le prix va avoir tendance à baisser un peu plus au fur et à mesure des mois et des années. Ça baisse quand même assez vite. On a commencé à 170 $ d'assurance pour une voiture, qui est devenue ensuite 100 $ après un an ou un an et demi, quelque chose comme ça, mensuellement. Sachant qu'à Miami, l'assurance voiture est réputée très chère pour le nombre d'accidents qu'il y a ici chaque jour. Et aussi, pourquoi on n'a pas transféré la voiture? Comme je vous dis, ça aurait été beaucoup trop cher. Au final, quand on a fini par rester aux États-Unis un peu plus longtemps que prévu, on a vendu nos voitures françaises, et aussi parce qu'elles étaient gasoil et qu'aux États-Unis les voitures sont à essence. Donc voilà, l'essence est vraiment pas chère aux États-Unis, donc c'était préférable d'avoir une voiture essence ici. Ici en fait, qu'est-ce qui roule au diesel? Bah les camions. Parfois il y a même pas le choix en fait pour le diesel, tout simplement. Et c'est un peu plus cher que l'essence aussi. Internet, c'est encore une question que vous me posez beaucoup. Comment on fait pour avoir internet aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Et ben en fait, vous n'avez pas le choix. C'est pratique ou pas, je ne sais pas exactement. C'est ce qui fait que les tarifs sont encore plus élevés ici que ce qu'ils sont devenus en France grâce à des opérateurs comme Free et Bouygues qui ont proposé des tarifs vraiment en dessous du marché et qui ont fait couler d'autres opérateurs qui marchaient très bien avant comme Orange ou SFR. Mais ici en fait, selon ton quartier, nous ici quand on est arrivé, je sais pas si j'ai encore le papier, si je l'ai je vous montrerai, mais ça montrait en fait 2 opérateurs différents je crois. On avait le choix entre 2 il me semble, et on a pris AT&T qui est très connu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que oui, donc selon ton quartier, tu es desservi par tel ou tel opérateur, tu n'as pas le choix. Et en fait ensuite quand tu vas chez l'opérateur ou même si tu fais la demande en ligne, il faut noter ton adresse pour être sûr en fait que c'est cet opérateur là qui desservit ton adresse et pas un autre. Une fois que c'est le cas, comme je vous dis, c'est plus cher ici, donc les tarifs dépendent de ton quartier, de ta ville, etc. Donc je sais pas trop quoi vous dire, mais nous on a pris un des tarifs les moins chers pour internet. On paye je crois 60 $ par mois. Sachant qu'on a commencé à 50, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer de renégocier annuellement. Oui, voilà, ici, en fait, t'as des offres pour la première année qui augmentent ensuite de 10 $ ou plus. Et il faut essayer de renégocier. Tu peux appeler et dire que tu envisages de quitter parce que leur tarif est devenu trop élevé, peu importe. On va te proposer une nouvelle offre, tu peux renégocier comme ça. Quelque chose qu'on ne fait pas en France, mais il faut dire qu'en France, les tarifs ne sont pas aussi élevés non plus. Donc tu renégocies tes contrats et aussi, tu payes selon le débit que tu souhaites. Nous, par exemple, je saurais même pas vous dire quel débit on a. J'essaierai d'aller voir sur le site et je vous mettrai peut-être ça quelque part, mais on paye cette somme-là pour le débit qu'on a choisi. On pourrait payer bien sûr plus pour avoir un débit plus élevé. En fait, il n'y a pas vraiment de limitation de débit. Tu mets ta limitation toi-même selon la somme que tu veux payer ou non, si je suis claire. Et pour le téléphone, donc, on a tout simplement pris des cartes SIM chez le même opérateur, tout simplement pour pas s'éparpiller partout. Et donc, on est chez AT&T, que ce soit pour Internet ou les téléphones. Mais sachez donc que selon où vous allez emménager aux États-Unis, selon la ville, selon le quartier, l'opérateur
facteur ne sera pas de votre choix et elle sera vraiment selon votre géolocalisation. Pour l'électricité, alors je vais vous montrer le petit papier là encore de notre communauté qui était dans le petit dossier qu'on a eu en emménageant ici. L'électricité c'est FPL ici, FPL qui est l'équivalent donc de EDF en Floride, et quand on arrivait dans l'appartement il n'y avait pas d'électricité, ce n'était pas raccordé du tout à l'électricité. Donc première chose qu'on a faite quand on est arrivé dans l'appartement, c'est qu'on a dû, en tout cas je crois que j'avais même fait par le téléphone puisqu'on n'avait pas encore internet, puisque de toute façon il n'y avait pas d'électricité, tu peux pas brancher de modem non plus. Donc on a été sur le site FPL, on a dû s'enregistrer, et encore une fois, comme on n'avait pas de credit score très avancé, et là aussi ils checkent ça, et ben on a dû donner une caution pour l'électricité aussi d'à peu près 150 $, et au fur et à mesure qu'on payait correctement tous les mois les factures d'électricité, ils l'ont remboursé cette caution en faisant des sortes de crédits sur la somme que tu dois payer. Si par exemple on en a pour 50 $ par mois d'électricité, ils réduisaient les factures certains mois pour rendre la caution en fait au fur et à mesure. Donc depuis on l'a récupéré entièrement. Mais voilà, on a dû s'inscrire sur ce site, donner la caution de 150 $, et ensuite pour vous donner une idée, on paye à peu près 50 $ d'électricité tous les mois. C'est-à-dire que ici on utilise la climatisation beaucoup qui marche donc à l'électricité, et c'est ce qui fait que les factures d'électricité sont un petit peu gonflées à Miami, en Floride en tout cas. Et pour ce qui est de l'eau, là il n'y a rien eu à faire, on avait l'eau quand on est arrivé dans l'appartement par contre, mais on reçoit les factures directement mensuellement par notre communauté et on doit les payer bien sûr en temps et en heure, que ce soit sur internet ou par chèque à envoyer. C'est le seul truc qu'on reçoit par courrier. En fait l'eau ne propose pas, en tout cas de là où on est, de paiement automatique, donc on doit aller sur le site payer avec cette fois notre carte de crédit tous les mois donc, et ne pas oublier ça, mais c'est la seule chose qu'on doit payer manuellement, en tout cas le reste est en prélèvement automatique, que ce soit même internet ou les téléphones portables. On a vraiment tout mis de cette façon là pour ne rien oublier parce que c'est quand même pas mal de choses. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions avec cette vidéo sur l'emménagement aux États-Unis, ce qu'il faut faire, dans quel ordre. Ça paraît comme ça plutôt simple je pense, quand je vous explique tout comme ça me paraît simple maintenant, mais c'est vrai que c'est le genre de petits détails où quand on emménage pour la première fois dans un pays et qu'on n'est pas sûr de comment s'y prendre, ça peut être assez inquiétant et assez frustrant, surtout si on n'entend pas de témoignages qui expliquent comment faire. C'est vrai que changer, on est en France par exemple habitué à EDF, rien que de penser qu'il va falloir aller sur le site FPL ou ce genre de choses, si on nous le dit pas, ça peut paraître, tout ne peut pas paraître forcément logique. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a éclairé sur le sujet de l'emménagement aux États-Unis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous. Anymore. Oh baby, know what's worse? There's a place on earth